Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi. je démarre ce carnet de bord vendredi. Je suis désolée, j'ai eu une semaine dingue et je n'ai pas filmé, voilà, mais j'ai lu et j'ai plein de choses à vous dire. Donc j'espère que vous allez bien. Là on est vendredi fin de matinée. Je prends une petite pause, je vais prendre mon petit déj parce que j'ai pas eu le temps avant. Et je vais prendre quelques photos Insta aussi parce que du coup on a un peu de lumière puisque là on est genre en plein tempête, je sais pas truc. Sauf que en fait il n'y a pas trop de tempête, enfin il y a du vent. Mais vraiment sur l'île de France ça va. Alors dans le sud de la France chez moi c'est un peu la galère par contre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais prendre des petites photos Insta d'avance et je vais voilà, je rien et voilà. Je vous donne je vous parle de mes lectures juste après. Ça c'est tous les livres que j'ai achetés, vous savez, à Bruxelles. Et en fait je voulais vous montrer, j'avais préparé avant de partir, j'avais préparé mes pochettes à livres. Du coup j'avais tout mis dans une. J'ai pris principalement celles qui sont zippées. Bon, sauf celle-ci qui a un clip que m'avait offert Marie. Mais du coup, voilà, j'ai pris les 2 pochettes à livres de chez Dessine-moi mes rêves et les 2 pochettes à livres de chez My Bookcase qui se zippent complètement. Voilà. Et en fait, du coup, c'est vachement pratique. Je vais vous montrer une fois que j'ai tout rangé. Ça rentre pile poil, c'est idéal. Du coup, voilà, ça c'est les livres du salon qui sont emballés et j'ai une pochette en rab parce que c'était au cas où j'achèterais plus de livres. Et même si j'ai pas acheté beaucoup de livres au salon du livre, eh bien hier ou avant-hier, quand est-ce que c'était férié ? Non, avant-hier, je suis passée chez Gilbert Joseph et j'ai craqué. Et donc du coup, cette pochette va me servir puisque j'ai acheté des livres et donc bah, forcément, je vais les ramener dans le sud. Donc voilà, c'était l'astuce en fait. À chaque fois que je pars en salon, je prends dans ma valise des tote bags vides et des pochettes à livres vides pour pouvoir tout ramener dans des valises ou dans des sacs sans rien abîmer sur les retours. Donc je peux me le permettre parce que j'ai vraiment beaucoup de pochettes à livres. Donc, donc voilà, autant en profiter. J'avais pris celle-ci aussi avec mes 2 lectures. Du coup, ça c'est la bibliothèque de Laurie qui me l'avait fait, faite. Et en fait, j'avais mes 2 lectures dedans, donc que j'ai lues, c'est-à-dire Rendez-vous à Positano et Daphné du Maurier. Donc c'était les 2 lectures qui revenaient de chez moi. Donc voilà, encore une pochette à livres de plus.
On est toujours vendredi, fin de journée. Je viens de poser un masque sur mes cheveux, donc j'ai un peu une tête horrible, mais c'est pas grave. Aujourd'hui c'est un peu style cocooning, je reste en leggings avec mes chaussettes licorne merveilleuses toute la journée. Donc voilà, c'est pas un vlog très glamour, mais c'est comme ça. Bref, je viens vous parler de lecture du coup, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire depuis cette semaine. Alors tout d'abord, j'ai terminé, c'était quand? C'était dimanche... Non, pas du tout. Dimanche soir? Non, quand est-ce que j'ai terminé Daphné du Maurier? Non. J'ai terminé ça quand c'était férié. Mais effectivement, mercredi 1er novembre étant férié, j'ai été un peu perturbée toute la semaine parce que j'avais l'impression qu'on était dimanche alors que non, on était juste mercredi. Mais c'est cool parce que du coup, on a 2 dimanches dans la même semaine. Ça, c'est cool. J'ai donc terminé le Daphné du Maurier, La maison sur le rivage, aux éditions Livre de Poche que je lisais en lecture commune avec Florence. Flow Books et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors ce n'est autre que mon deuxième Daphné du Maurier puisque j'avais lu uniquement Rebecca, que j'avais adoré bien sûr, et donc du coup La maison sur le rivage, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dick, je crois, Dick Young, et qui, ça se passe dans les années 60-70 en Angleterre, dans un petit village de je ne saurais pas vous dire, qui se voit prêter la maison d'un ami et qui va y passer un séjour. Dans cette maison, c'est la maison de son meilleur ami qui s'appelle Magnus, et Magnus est un chercheur, biologiste, un peu foufou, et il vient de mettre au point une nouvelle drogue hallucinogène. Et en fait, son meilleur pote, donc Dick, qui est dans la maison et qui est un peu en mode, il se cherche un peu dans la vie, eh bien il va lui donner cette drogue à tester, il va en faire de lui son cobaye. Cette drogue va lui permettre de passer dans un temps, une espèce de stratosphère du coup qui le ramène 600 ans en arrière, et c'est-à-dire qu'il se retrouve au Moyen-Âge pour quelques instants et il devient en fait fantôme dans ce Moyen-Âge, c'est-à-dire que lui voit et vit des scènes mais les personnages du Moyen-Âge ne le voient pas. Bien sûr, il ne peut pas interagir avec eux, etc. Il est comme un fantôme. Sauf que lui, il va du coup suivre ce qui se passe pendant les scènes dont il assiste en tant que fantôme dans le Moyen-Âge. Et en fait, il va devenir une espèce d'expérience où, une fois qu'il revient à la réalité, eh bien, personne ne peut comprendre ce qu'il vient de vivre. Et en fait, il va faire donc cette bascule dans le temps plusieurs fois et en discuter avec son ami Magnus, etc., etc. En fait, sur le principe, on dirait presque de la science-fiction puisque du coup, c'est assez crazy, assez irréel. Et pourtant, moi, j'ai adoré. Alors, de ce fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la partie du passé est une période historique qui m'intéresse, qui me plaît. Ce qui n'a pas été le cas de Florence, malheureusement, puisque elle, la partie Moyen-Âge, elle était assez barbante pour elle. Elle aimait beaucoup plus la partie du présent avec Dick, avec sa famille, avec Magnus, etc. Et leurs devoirs conjugaux, leurs problèmes familiaux, etc. Alors que moi, cette partie-là m'intéressait un peu moins. Je préférais la partie du passé. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est la psychologie, puisque notre personnage principal va devenir complètement obsédé par la vie du Moyen-Âge. Et par ce passé, par les personnages qu'il rencontre, qui ont réellement existé, etc. etc. Et on a un aspect vraiment très psycho dans ce roman, puisque en fait on ne sait plus si on frôle avec la folie, ou l'imaginaire, ou la réalité, enfin voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est un travail d'écriture assez intéressant, parce que c'est en fait un roman qui mêle la psycho, l'historique, parce qu'il y a de réelles références historiques, et la science-fiction, science-fiction imaginaire. Je trouve que c'est un exercice littéraire très intéressant. Alors après, effectivement, voilà, moi ça m'a parlé et ça m'a plu parce que j'aime la partie sur le Moyen-Âge. Si vous n'êtes pas très féru d'histoire, c'est pas forcément pour vous, parce que la partie historique est assez dense et très immersive, sans comment dire, sans explication. Donc en fait, si vous connaissez pas, c'est pas trop votre délire, je suis pas sûre que ça soit vraiment pour vous. Par contre, si vous aimez bien l'histoire avec un grand H, et notamment la partie moyenâgeuse, eh bien je vous recommande celui-ci. C'est un peu un ovni littéraire, j'avais pas vraiment lu de livre comme ça, à part, comme je vous le disais, dans le précédent carnet de bord, le Stephen King 22-11-63, où notre personnage principal
bascule lui aussi dans le passé pour tenter de sauver le président Kennedy. Et bien là c'est un peu la même chose, sauf que notre personnage principal n'a aucun effet sur le passé puisqu'il est fantôme, il n'agit pas, il ne vit pas dans le passé. Donc voilà, donc pour moi c'était une réussite. Alors ça ne détrônera pas Rebecca parce que Rebecca j'avais vraiment adoré parce qu'il y a une ambiance très creepy, très manoir, très sombre, très fantomatique, très difficile aussi puisque notre personnage principal vit dans l'ombre de cette femme, de cette Rebecca. J'avais adoré, je vous recommande fortement de le lire et si vous n'avez pas envie de le lire ou pas le courage de le lire, il y a une adaptation cinématographique qui est assez bien faite. Je crois que c'est encore disponible sur Netflix, enfin je pense que vous trouverez assez facilement. Donc à la suite de ça, eh bien j'avais un peu d'avance sur mon planning de lecture, ce qui est relativement rare. Malheureusement, je n'avais avec moi que des livres. Alors, malheureusement, comme si j'allais me plaindre. Malheureusement, j'avais avec moi que des livres que j'ai programmés avec les filles, puisque c'était les livres que j'ai achetés durant le salon Iris Noir. Autrement, j'avais ma liseuse, mais je n'avais pas envie de lire un livre sur ma liseuse. Et donc, du coup, je me suis perdue chez Gilbert Joseph, qui est à côté de chez moi, toujours. Et là, j'ai fait un peu une razzia, dont un livre que j'ai finalement commencé. Donc j'ai acheté ce roman de Noël, cette romance de Noël, puisque on était le 1er novembre et je venais de voir donc la vidéo de Mariah Carey qui annonce que voilà, on rentre dans l'ère de Noël, puisque c'est sa vidéo It's Time. Enfin voilà, vous voyez peut-être très bien ce que je veux dire ou pas. Mais chaque année, Mariah Carey, le 1er novembre, sort une vidéo Instagram un peu irréaliste, enfin un peu crazy, qui nous annonce que on rentre dans la période de Noël puisque tout le monde, absolument tout le monde connaît la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Et en fait, elle fait une vidéo qui s'appelle It's Time, mais time avec plein de i, voilà. Et donc, comme je venais de voir cette vidéo, puisque tout le monde manifestement l'a vue, eh bien j'avais très envie de me plonger dans Noël. Donc, comme Mariah Carey m'a autorisée à me plonger dans les romans de Noël, j'ai acheté celui-ci sans savoir. Vraiment, j'ai pris un peu au hasard. Ça m'avait l'air kiki, ça m'avait l'air mignonné. Je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Et je l'avais jamais ni vu ni entendu. C'est donc notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party. J'aime beaucoup la couve en fait, de Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. C'est de la new romance, mais pour l'instant c'est pas très new romance, c'est-à-dire que c'est juste romance. La différence entre la romance et la new romance, c'est que la romance, vous avez donc le code de la romance, à savoir deux personnes qui ne s'aiment pas et qui finissent ensemble, mais il y a des complications entre temps, etc. Souvent des secrets, etc. Et ça s'arrête là. La new romance, c'est un peu le même schéma, sauf que vous ajoutez un petit peu plus de piment, c'est-à-dire souvent soit des relations sexuelles, soit un jeu un peu plus romantico-sexy, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est un peu plus hot, quoi, logiquement. Clairement, là, je suis pas du tout dans le hot, hein. Vraiment, il n'y a pas de sexe ni rien du tout. Voilà, donc franchement, ça se lit bien, c'est assez rigolo. Du coup, je suis à la page 252. C'est une romance qui se lit très vite, comme pour toutes les romances, et c'est ça que j'aime, c'est que j'aime bien enchaîner aussi. Et donc là, on va avoir donc deux personnages, un garçon et une fille forcément. Ça se passe à Chicago de nos jours. Une jeune femme qui s'appelle Blair travaille dans une agence, elle est l'assistante d'un créateur, designer complètement loufoque qui a une spécialité qui sont les doudounes multicolores, à paillettes, machin chouette. Le mec est complètement dingue. Et en tant qu'assistante, elle se doit d'organiser une Christmas party. Sauf que pour ça, eh bien, il va faire appel à un agent organisateur d'événements qui va la seconder. Ou plutôt, c'est elle qui va le seconder. Enfin bref, ils vont devoir travailler en binôme. Ils sont très fortement attirés l'un par l'autre, mais bien sûr, rien n'est simple. Et en plus, ils ont surtout le travail au milieu. Et donc, mêler travail et amour, c'est pas toujours un bon combo. Et du coup, voilà, c'est assez drôle, c'est assez crazy. Les deux personnages sont plutôt cool. Un peu stéréotypés, mais bon, moi, c'est ce que je demande dans une romance de Noël. C'est du cliché, de la stéréotype, du chocolat chaud, des reines de Noël. Niveau ambiance, on est en plein dedans. En plus, ça se passe à Chicago. Donc j'ai l'impression d'être dans une romance de Noël de M6 et ça marche super bien. Voilà, donc je terminerai ça je pense soit ce soir soit demain max parce qu'il me reste du coup 150 pages. Ça va se lire super bien. Voilà, transition Daphné du Maurier, romance de Noël, c'est un petit peu difficile mais moi j'adore.
Ensuite, du coup, dans mes autres achats faits à Gibert, Joseph, du coup, j'ai acheté un roman qui était dans ma wishlist depuis ma virée à Carcassonne. C'est Les Rois Maudits, le tome 1, Le Roi de Fer de Maurice Druon. Du coup, j'ai pris cette édition chez Livre de Poche, elle était d'occasion en plus, je crois que je l'ai payé 4 € ou 5 €. Elle est nickel. Pourquoi? Parce que quand j'étais avec l'équipe de XO à Carcassonne pour la sortie du Templier de l'Ombre de Mireille Calmel, eh bien tout le monde parlait de romans historiques et forcément de ce qu'on aime, etc. On était tous là pour la même chose, bien entendu. Et tout le monde m'a dit, mais tu n'as pas lu Les Rois Maudits? Mais comment? Mais Estelle, tu es passée à côté de la saga incroyable des Rois Maudits. Tout le monde, Mireille Calmel compris, m'a rabâché les oreilles sur Les Rois Maudits. Marine m'a rabâché les oreilles sur Les Rois Maudits. Nathalie aussi. Enfin bref, tout le monde m'a dit, mais comment tu vas adorer? J'ai donc acheté ce tome 1, j'ai posté la story sur Instagram et tout le monde m'a dit « Ah, tu vas adorer Les Rois Maudits ». Vraiment, j'ai la pression. Hein. Mais je sais même pas de quoi ça parle. Le Roi de Fer, en fait, voilà, il y a plusieurs volumes sur plusieurs rois et reines, de ce que je comprends. Et donc le premier, c'est sur Philippe le Bel. Voilà. Et j'ai hâte d'en savoir plus du coup, puisque tout le monde en parle. Et puis, c'était l'occasion. Donc j'ai acheté ça. J'ai ensuite craqué pour un manga qui se déroule en 2 volumes. Alors j'ai failli acheter le tome 1 et 2 parce que les deux ont été d'occasion. C'est juste une duologie et ça s'appelle Le Cœur et le Devoir. C'est un manga, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de manga. Du coup, c'est un truc de historique. Donc je vous lis le résumé parce que là je ne saurais pas expliquer. Attendez, c'est de qui? C'est de scénario, c'est de Imawari Nishino. Et c'est dessiné par Aya Tanaka. Et c'est publié chez Doki Doki. Voilà. Et c'est une occasion. Et oui, ne vous inquiétez pas, je vais enlever ces étiquettes horribles. Alors, Bertha, la fille d'un riche seigneur de province, est envoyée à la capitale pour devenir la seconde épouse du roi, juste en dessous de la reine. Initialement, ce mariage n'est arrangé qu'à des fins purement politiques, jusqu'au moment où Bertha tombe enceinte. Le roi n'ayant aucun autre héritier, la nouvelle de cette grossesse entraîne une lutte intestine entre 2 factions, celle de la reine et celle de la seconde épouse. Mon ventre est au roi, mon cœur est à moi. Du coup, en fait, là, c'est vraiment le truc historico que j'adore. Du coup, là, c'est un conflit entre une maîtresse et une reine pour un roi. Et voilà. Et le dessin était très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Donc voilà, je me dis, c'est une petite duologie historique. Ça peut me plaire. Je sais pas où est-ce que j'ai vu que c'était une duologie, mais... Je crois que sur internet j'ai dû voir ça. Bon, je me rappelle plus. En tout cas, je pense que je vais essayer de le lire vite pour pouvoir m'acheter le tome 2 et finir la saga le plus vite possible. Donc voilà, un manga. Et enfin, un livre qui ne vous intéressera peut-être pas, mais qui moi m'intéresse énormément. Vous savez, dans la série des romans inspirants, Woman Empowerment, Businesswoman, etc. Il y a notamment un média que j'adore, qui s'appelle C'est qui la boss. C'est notamment un compte Instagram que je vous recommande. Je vous mets ici une capture d'écran si vous aimez bien ce sujet-là dans votre vie. Et la créatrice de C'est qui la boss, c'est la même créatrice de contenu que celle qui a créé Les Éclaireuses, que vous connaissez probablement parce que c'est un média extrêmement connu, que je suivais moi depuis déjà des années, je pense depuis 2015 ou 2016. Et donc la créatrice de ces médias s'appelle Mélodie Madar et elle a créé un livre qui s'appelle C'est vous la boss, qui est publié chez Fayard. Et donc il est coécrit parce qu'il est illustré, donc il est écrit par Mélodie Madar et il est illustré par Madeleine Massin. Donc ici on a les 2 profils des jeunes femmes qui ont réalisé ce livre, C'est vous la boss. Et en fait pourquoi? Parce qu'à l'intérieur c'est vraiment dingue, il est ultra bien illustré. Du coup je vous montre rapidement au niveau du contenu. Voilà, donc il y a plein de choses, il y a des schémas, il y a des créations, enfin bref. Et en gros, bon après le manifeste, si je vous montre par exemple un sujet, il y a des profils, la politique magique de la confiance en soi. Voilà, un petit peu comme ça. Il y a plein de challenges que tu peux remplir directement dans le livre. Des illustrations. Enfin voilà, le livre est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est un vraiment beau livre. Je sais pas si j'écrirai dedans, j'avoue que j'ai peut-être pas le courage. N'oublions jamais, nous sommes nés pour briller. Ne l'oublions pas.
Voilà, bon bref, du coup, c'est un livre que je voulais m'acheter et je suis très contente de l'avoir acquis. Il était en très bon état aussi sur Gibert. Alors, il coûte 23,90 €, mais c'est un grand livre, enfin, et assez dense du coup, avec beaucoup de choses dedans, je pense qu'il faut méditer. Êtes-vous prête à décrocher le poste le plus important de votre vie, à devenir la boss de votre propre expérience? Une boss donne vie à ses envies, une boss transforme ses peurs en moteur, une boss possède un esprit et un cœur ouvert, une boss se libère des contraintes extérieures et intérieures. Être une boss, c'est finalement bien plus qu'un titre, c'est une aventure extraordinaire où l'on s'autorise à être soi-même. C'est vous la boss, explorer et développer votre plein potentiel tant professionnel que personnel. Dans cet ouvrage illustré, Mélodie Madar, entrepreneur aguerrie, partage les leçons, les victoires, mais aussi les échecs qui ont forgé sa carrière et celle d'autres femmes ambitieuses de tous les horizons. Des femmes qui ont osé rêver grand. Grâce à ces témoignages, découvrez comment embrasser le succès selon vos propres termes sans jamais vous cantonner à un seul modèle de réussite, à un seul chemin de vie. J'aurais tendance à dire que ce livre n'est pas réservé aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise. C'est vous la boss dans votre vie. Dans votre... quand bien même vous seriez salarié... à votre compte, mère au foyer, enfin, je pense que c'est tout profil de femme. Et vraiment, je pense que c'est un livre pour tout le monde à partir du moment où vous avez envie de vaincre vos peurs et de tenir les rênes de votre vie et d'aller de l'avant. C'est exactement le genre d'ouvrage que j'aime et voilà, donc je l'ai pas encore lu, je peux pas vous le recommander, mais sur le principe, je suis ultra fan. N'hésitez pas à aller suivre du coup le compte C'est qui la boss, parce que moi c'est un compte Insta que j'adore. Et il y a même pas un salon, mais il y a une espèce de... je vais dire une confrérie, mais c'est pas ça, ni une conférence, mais... Enfin bref, il y a un événement qui se passe dans l'année où on peut s'inscrire, je crois. Je me suis jamais penchée dessus, j'ai une amie qui l'a fait. Et du coup, je sais que si un jour je vois passer ça et que je peux m'y inscrire ou y participer, j'essaierai d'y aller avec grand plaisir. Voilà, donc du coup je suis repartie avec ces 4 ouvrages-là qui n'ont absolument rien à voir. On dirait les 4 facettes de ma personnalité. Il manquerait plus qu'un classique et un polar et nous avons tout ce qui me ressemble. Voilà, je suis désolée, j'ai parlé un peu longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et j'avoue que je pense que demain je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parler. Pourquoi? Parce que demain j'ai une journée très intense, puisque demain je vais pour la première fois de ma vie... Alors, je précise que j'ai 29 ans, que je déteste les manèges, que j'ai peur des manèges, de la vitesse, de l'incontrôlable, de tout ce qui glisse, tout ce qui surfe, tout ce qui tourne, tout ce qui... Vous voyez, je suis pas une adepte ni du toboggan ni de la balançoire, clairement pas. Les sports extrêmes, on oublie. Vous voyez ma personnalité, je ne suis pas très média, je ne suis pas très... dans les connaissances populaires. Et je vais pour la première fois de ma vie demain à Disneyland Paris. Voilà. Et comment vous dire que je stresse? Voilà. Personne n'est censé stresser d'aller à Disney dans sa vie. Vous voyez, je veux dire, c'est comme aller au cinéma. Enfin, tout le monde a envie d'aller au cinéma, ou plus ou moins tout le monde aime le chocolat. Vous voyez, eh ben non, moi je suis assez marginale de ce côté-là. Et donc je stresse beaucoup. C'est ma meilleure amie et son fiancé qui nous invitent et nous emmènent à Disney demain avec mon mari. Du coup on part à 4. Et j'angoisse terriblement parce que j'ai peur des manèges. Je déteste les manèges, je déteste quand ça bouge, etc. Je suis pas fan du bruit, de la nuisance sonore, ouais, tout ça. Je suis pas fan non plus des marionnettes, des clowns et autres. Donc clairement c'est pas le paradis pour moi Disney, mais j'aime beaucoup les Disney. J'aime beaucoup les Disney. J'aime l'univers féerique, j'aime la magie de Disney. Donc j'espère que je vais aimer. En plus, demain nous sommes le 4 novembre, il y a donc encore les décorations de Halloween. Je n'aime pas Halloween, je déteste cette fête. Donc là vous dites mais en fait pourquoi tu vas à Disney ? Parce que je veux combattre ces a priori, je veux aller de l'avant, je veux être une grande personne, je veux aller à Disney, je veux voir Disney. Je veux vous dire dans 3 jours, je veux vous dire en fait c'était trop bien, j'ai adoré. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais il faut vaincre ses peurs. Et je serai très bien accompagnée et voilà, donc j'espère juste que le temps sera un petit peu avec nous parce que là c'est pas dingue. Là, normalement la météo nous annonce que ça sera mitigé, mais ça devrait le faire. Donc je pense pas que je lirai beaucoup demain ni que je vous parlerai beaucoup. Je vais essayer de filmer quelques plans quand même pour avoir des souvenirs de Disney.
Et voilà, je vous ferai un récap plus tard dans ce carnet de bord de mes impressions Disneyland. Voilà, bref, j'ai parlé pendant 20 minutes et j'en suis navrée, mais j'avais plein de choses à vous dire, donc je vous laisse ici et je vais aller enlever mon masque pour cheveux maintenant. Bye! Aujourd'hui on est samedi matin assez tôt et aujourd'hui on va à Disney, donc je vous emmène avec moi et j'espère que ça va bien se passer. Hello, aujourd'hui on est mardi et je suis de retour chez moi dans le sud que pour quelques jours et heures puisque je repars déjà dans une demi-heure. Ah, je crois qu'on est entré. Bref, je viens ici conclure ce carnet de bord. Alors tout d'abord, je voulais vous reparler de Disneyland. Donc ça a été un peu mitigé pour moi puisque bien sûr j'ai adoré l'ambiance, les décors, les studios, c'était magnifique, j'ai trouvé que le travail était dingue, vraiment la magie a opéré puisque j'avais l'impression d'être une adulte avec aucune contrainte, du coup le plaisir d'être un adulte, mais dans un monde d'enfants, donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on en a envie, on mange ce qu'on veut, on fait vraiment la journée qu'on veut puisqu'on est des adultes, mais dans un monde d'enfants avec tous les merveillements d'un enfant. Donc ça, j'ai vraiment adoré cette sensation, les décors et tout, enfin c'était vraiment dingue. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Autrement, eh bien, les manèges, c'est clairement pas pour moi. Voilà, j'ai détesté, j'ai fait quelques attractions, mais c'était horrible. Je tremblais, je pleurais, enfin c'était terrible. Pour vous dire que mon plus gros traumatisme a été le train de la mine, qui, soit dit en passant, est à partir de 4-5 ans, je crois, enfin un truc, voilà. Et qui n'est vraiment pas le plus hard, voilà. J'ai été complètement trauma par ce truc. Les autres aussi m'ont pas mal traumatisée, Ratatouille et tout, enfin bon bref, je suis pas du tout dans le délire, donc forcément il y a des trucs qui sont pas passés, mais bref, cette journée était géniale et je remercie encore 1000 fois ma meilleure amie de m'y avoir emmenée parce qu'on a quand même passé un très bon moment ensemble, et c'est un endroit où je retournerai. Alors je ne ferai pas les manèges, hein, ça c'est clair, mais si je dois garder des enfants ou tenir les manteaux, comptez sur moi, je serai là. Non mais voilà, vraiment c'était une bonne journée et en plus il n'y avait pas tant de monde apparemment. Je me rendais pas compte, mais mon ami m'a dit que d'habitude c'est 1 heure, 2 heures de queue par attraction, et là on était clairement sur du 20 à 35 minutes max, donc quelque chose d'assez rapide finalement. Voilà, donc sinon niveau lecture, j'ai terminé notre désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau, que j'avais acheté donc chez Gibert, que c'est du Hugo Poche. Donc dans cette histoire on va suivre donc 2 personnages qui travaillent pour la même compagnie. L'une est l'assistante du boss, elle s'appelle je m'en rappelle plus, Blair, voilà. C'est l'assistante du directeur de Warm Me Up, qui est une marque de doudoune complètement loufoque avec un patron complètement loufoque. Elle est son assistante et elle se doit d'organiser une fête de Noël pour l'entreprise, assez amazing, et pour ça elle va être accompagnée et aidée d'un décorateur, enfin d'un créateur d'événements,
qui ne fait pas partie de la boîte mais qui est un intervenant, un fournisseur quoi. Et bref, entre le courant et un peu électrique, et vous vous doutez que la romance va tourner autour de ces deux personnages. Évidemment, ces deux personnages ont aussi des passifs et des backgrounds un peu difficiles, notamment Blair, et en fait on va apprendre à les connaître au fur et à mesure de l'avancement du projet, de la création de l'événement de Noël. La fête de Noël également va pas se passer exactement comme prévu, mais bref, cette petite romance se passe de nos jours à Chicago et c'est super cute. C'est classé New Romance, mais c'est pas vraiment New Romance, il y a vraiment très peu de sexe. C'est vraiment très très bien au niveau ambiance de Noël, puisqu'on est clairement dans le Chicago des téléfilms de M6. C'est exactement ça, on a l'impression d'être dans une boule à neige. L'ambiance, elle a vraiment joué dessus, et je trouve que c'est vraiment cool, parce que moi c'est mon premier roman de Noël de la saison, et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais des chocolats chauds, des sucres d'orge, des boules de neige, enfin voilà. On est en plein dedans. En plus, il y a une grosse partie ambiance entreprise, grosse boîte américaine, etc. J'aime bien en fait ce milieu un peu d'entreprise, forcément vous l'avez compris, c'est plutôt ma personnalité. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez chouki. Après, c'est pas tordant de rire non plus, par exemple. Je trouve qu'il manquait un poil d'humour. Mais c'était une bonne petite romance de Noël pour bien commencer la saison. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, du coup, j'avais... Oula, j'ai cru que j'avais un retard d'avion. Ensuite, du coup, je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'avais sur ma liseuse notre prochaine lecture commune avec Florence, qui n'est autre que quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont que nous avions acheté, je crois, ensemble, chez Stock. Puisque c'est la collection La Nuit au musée. J'avais fait dédicacer à Brive l'année dernière, donc ça fait pile un an. Et je crois que j'avais fait dédicacer à Brive. Ah non, je l'avais reçu et je l'avais pas fait dédicacer. J'avais fait dédicacer dans un carnet. Enfin bref, je me souviens maintenant. Il faudrait que je re-regarde mon carnet de bord de l'année dernière. Mais enfin bref, tout ça pour dire que en fait dans cette collection, Stock propose à des auteurs de passer la nuit dans un musée. Et donc ici, Lola Lafont décide de passer la nuit dans le musée Anne Frank qui se trouve en Hollande. Et donc là où elle va découvrir en fait la maison où Anne Frank a été du coup cachée pendant 2 ans, là où elle écrira son journal, là où elle rêvera d'une autre vie, etc. Et en fait ici Lola Lafont va aussi un peu digresser sur sa vie personnelle, sur ses écrits à elle et surtout sur sa vie en tant que famille juive notamment et famille d'immigrés, puisque elle-même a des racines, je crois, dans les pays de l'Est. Donc en fait elle se sent très proche finalement de cette jeune Anne Frank et en même temps elle la respecte beaucoup. Il y a une façon d'écrire très solennelle dans ce roman. C'est très particulier. En fait je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, parce que du coup je l'ai terminé hier soir. C'est très rapide, hein, il fait 200 pages. Et c'est écrit vraiment très rapide. Donc je l'ai lu et terminé, je l'ai vraiment lu d'une traite en 24 heures. Je sais pas si j'ai aimé ou pas, parce que j'ai beaucoup apprécié finalement le style d'écriture et les réflexions de Lola Lafont sur à la fois l'immigration, sur la Shoah, sur les mots qu'on met sur ces épreuves de la vie, etc. Et d'un autre côté, l'histoire en elle-même, enfin la façon dont elle le raconte, ça m'a pas non plus transcendée, parce que j'aurais voulu plus d'histoire de Anne, j'aurais voulu plus de description du décor de la chambre de Anne, j'aurais voulu plus de choses en fait sur le musée que je n'ai jamais vu, et un peu moins peut-être sur sa vie d'autrice personnelle, enfin ou sa vie perso. Bah, après c'est intéressant mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, donc un avis un peu mitigé sur quand tu écouteras cette chanson, quand bien même c'est très touchant et je peux vous le recommander si vous aimez beaucoup cette période historique ou si vous aimez bien sûr la vie de Anne Frank et que ça vous intéresse. C'est une vision très intéressante qu'a Lola Lafont sur cet écrit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc conclure ce carnet de bord ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous avez vu Disney à travers mes yeux également. En attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.